Prête. Très bien. Je vais te demander, alors si tu peux poser ta tête simplement parce que j'entends un souffle dans ton micro, qu'on arrive à le régler pour pas que ça soit désagréable à l'écoute. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Oui, j'ai l'impression que c'est mieux comme ça. Tout à l'heure, il y avait tempête un petit peu quand tu parlais. Ok. Donc, très bien. Nouvelle investigation aujourd'hui, donc tu ne connais pas le thème. Non, pas du tout. Voilà. Je vais te faire une induction de 5 à 1 Entendu. pour que tu puisses te détendre. Et ensuite, on attaque. Alors, je t'invite Nathalie à fermer les yeux et à prendre une ou deux profondes inspirations pour te détendre. Je vais compter de 5 à 1 et tu vas profiter de ce décompte pour te détendre de plus en plus à chaque chiffre prononcé. 5. Laisse ton corps se relâcher complètement. Laisse la relaxation, le calme s'installer. 4. Ressens la lourdeur de ton corps. Une sensation agréable. Et plus ton corps s'apaise, plus ton esprit s'allège. 3. Commence à élever tes fréquences au niveau parfait pour toi, pour être calme et tranquille, pour être tout simplement bien dans ton corps physique et dans ton corps énergétique. 2. Ressens ton corps qui devient de plus en plus calme. Ta respiration calme et tranquille. Et 1. Tu es maintenant dans un état hypnotique parfait pour effectuer cette session d'investigation. Et je vais maintenant compter de 1 à 3. Et quand j'aurai dit 3, tu te mettras en contact avec l'âme de Nostradamus, pseudonyme de Michel de Nostredame, né dans une riche famille bourgeoise d'origine juive à Saint-Rémy de Provence, le 14 décembre 1503. Il se dit qu'il aurait été médecin, pharmacien, astrologue, philosophe, mathématicien, écrivain, voyant et alchimiste. 1, 2 et 3. Connecte-toi, Nathalie, maintenant à l'âme de Nostradamus. Est-ce que quelqu'un se présente, Nathalie? Oui. Très bien. Vérifie son ADN et dis-moi si c'est bien celui de Nostradamus.
Oui, c'est bien lui. Très bien. Décris-moi comment tu le perçois et comment tu le visualises. Je le perçois à la fois de manière physique et en même temps de manière énergétique. Très bien. Décris-moi d'abord la partie physique de Nostradamus. Je le vois avec un corps, je dirais, ordinaire, Mhm. pas très jeune. Il a les cheveux presque mi-longs. Oui. Et autour de lui, c'est comme s'il y avait quelque chose une sorte d'énergie, tu sais, presque qui pulse. Enfin, ça fait assez étrange. Je vois à la fois, je dis, son corps physique et une sorte d'énergie autour. D'accord. Son énergie? Oui, Très bien. en tout cas, c'est Est-ce quelque qu'il... chose qui vient de lui. D'accord. Est-ce qu'il permet d'être canalisé et de participer à ce cycle d'investigation afin que l'on analyse avec lui des informations concernant ses prédictions pour l'année 2020? Oui, Très bien. Nathalie, prépare-toi maintenant à activer la canalisation avec Nostradamus. Ferme l'accès à ton corps mental et émotionnel et prépare-toi à activer le contact exclusivement à travers la canalisation verbale en rapport aux questions que je vais te poser. Tu devras me prévenir rapidement si tu rencontres des désagréments et si tu ressens une gêne, tu pourras te déconnecter à tout instant. Es-tu prête? oui. Alors respire profondément. Expire. Et à 3, tu canaliseras directement Nostradamus. 1, 2 et 3. Connecte-toi. Canalisation directe avec Nostradamus. Nostradamus, tu es là, tu m'entends? Oui. Très bien. Je tenais d'abord à te saluer et te remercier pour la permission que tu nous as accordée quant au partage des informations sur certaines de tes prophéties. Donc nous sommes en l'an 2020 et en rapport à ce moment historique, il y a quelques prophéties que je souhaite analyser avec toi. Qu'est-ce qui t'inspirait tes prophéties et comment faisais-tu pour calculer tes prophéties? C'est très clair. Tout se déroulait. Il suffit de regarder. Tout se déroulait. Peux-tu m'expliquer plus clairement ce que tu entends par tout se déroulait? Tout est une notion de temporalité. Les choses apparaissent et je les ai écrites. C'est une Est-ce que... notion de temporalité, D'accord, donc de perception. tu les visualisais? Tout dépend de où on regarde. D'accord. Pourquoi t'exprimais-tu par métaphore et dans différentes langues sans adopter un langage clairement compréhensible? Pour que chacun puisse percevoir le sens des propos, pour que ce soit beaucoup plus clair pour chacun.
Chacun peut lire, voir et comprendre tout ce qu'il y a dans les messages. C'est universel. Très bien. Une des prophéties, la grande peste de la ville maritime ne cessera pas tant que la mort du bon sang ne sera pas vengée. L'interprétation est-elle correcte? Non. Pourquoi est-ce que ça ne se réalisera pas? Ou qu'est-ce qu'il se passe ou passera? Ça ne peut pas se réaliser comme vous le pensez. Pourquoi? Ce n'est pas dans ce sens que vous réfléchissez. D'accord. Donc l'interprétation n'était pas correcte du départ de toute façon. Tu me Non. confirmes? Très bien. Je vais te citer une autre prophétie. Nous verrons les eaux monter et la terre s'effondrer sous eux. Cette interprétation est-elle correcte? Oui. Très bien. Cette prophétie se réalisera-t-elle par rapport aux conditions en vigueur? Il faudra prendre en compte tout le contexte. Qu'est-ce que tu veux dire par prendre en compte tout le contexte? C'est un ensemble de phénomènes, c'est un ensemble de structures, c'est un ensemble de mouvements qui convergent dans le même sens. D'accord. Et si tous les paramètres sont réunis, de quelle manière cette prophétie se réalisera? Que va-t-il se passer? La prophétie se réalisera pour chacun d'entre vous. Mais que se passera-t-il précisément en rapport avec cette prophétie? Nous verrons les eaux monter et la terre s'effondrer sous eux. Dis-moi, je t'écoute. Nostradamus, tu m'entends? Nostradamus, tu m'entends? Oui, Peux-tu m'expliquer ce qu'il se passera si cette prophétie se réalise de manière précise? c'est la destruction De quoi? de ce qui vous nourrit, de ce qui vous supporte, de ce qui vous entoure. Et de quelle manière? Vous jouez un jeu dangereux. Un jeu dangereux. Vous connaissez les règles et vous n'en tenez pas compte. J'entends. Une autre de tes prophéties, Nostradamus. Il y aura une nouvelle crise économique avec la récession et le début des temps sombres pour l'économie globale. Cette interprétation est-elle correcte? Oui, Cette prophétie se réalisera-t-elle
par rapport aux conditions en vigueur. Oui, De quelle façon? c'est tout votre système économique qui va s'effondrer. Mais vous n'êtes pas encore arrivé au sommet, vous n'êtes pas encore arrivé au bout pour que ça se produise. Lorsque ça se produira, toute la pyramide s'écroulera. Très bien. Qu'est-ce qu'il se passe ou se passera précisément? C'est tout votre système économique qui va s'effondrer. Vous devrez reconstruire quelque chose de plus stable, de plus juste, de plus équitable. Vous ne pourrez plus suivre ce modèle. Très bien. Mais il Une n'est pas suivante. encore temps. Toutes les conditions en vigueur ne sont pas là pour le moment. Non, vous n'êtes pas encore arrivé au sommet. Très bien. Une autre de tes prophéties. Dans la cité de Dieu, il y aura un grand tonnerre. 2 frères seront déchirés par le chaos. Le grand leader succombera. La 3e grande guerre commencera lorsque la grande ville brûlera. L'interprétation est-elle correcte? Oui, Cette prophétie se réalisera-t-elle par rapport aux conditions en vigueur? oui. De quelle façon? Vous ne pouvez plus, c'est la même chose, le même principe. Les fondements seront différents. Vous Oui. fonctionnez par opposition. Tout est opposition dans votre monde, dans votre fonctionnement. Tout Que est dans ce fonctionnement même de l'un contre l'autre. Tout cela va changer. Vous ne pourrez pas continuer comme ça. Qu'est-ce qu'il se passera à ce moment-là? Les choses iront à leur paroxysme. Dis-moi en plus à ce sujet. Lorsque les confrontations seront ultimes, vous vous rendrez compte qu'il ne peut pas y avoir sans cesse un gagnant et un perdant. Et vous cheminerez vers l'unification des choses, d'un système. Il vous faudra passer de l'affrontement à l'union. De la guerre à quelque chose qui soit plus pacifique. À quelque chose qui devient commun. Bien. Une autre de tes prophéties. Le président russe sera trahi et tué par une personne très proche de lui, tandis que le président américain sera touché par une mystérieuse maladie et perdra un membre de sa famille dans un accident de voiture. Cette interprétation est-elle correcte? Ce n'est pas pour maintenant. D'accord. Donc, l'interprétation est correcte, mais n'est pas pour maintenant? C'est exact. Très bien. Donc,
Cette prophétie se réalisera-t-elle par rapport aux conditions en vigueur? Oui. Ce n'est pas pour maintenant. Très bien. Dans ce cas-là, dis-moi, par qui le président russe sera-t-il trahi et pourquoi? Il sera trahi par celui qui prendra sa place. Et qui est? Ce n'est pas pour maintenant. Très bien. Quelle personne très proche le président Trump perdra-t-il? Je ne répondrai pas à cette question. Très bien. Dis-moi, dans ce cas-là, quelles sont les conditions subliminales qui feront que Trump tombera malade? Je ne parlerai pas de Trump. Très bien. L'Antéchrist est nommé dans les quatrains. Mais qui est le troisième Antichrist? Nostradamus. Nostradamus. Tu es là avec moi? Nostradamus. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Je t'écoute. Je t'écoute. Tu peux parler. Nostradamus. Nostradamus, est-ce que tu es là? Parle-moi. Parle-moi. Nathalie, déconnecte. Déconnecte. Maintenant. Nathalie, tu m'entends? Oui, Nathalie, oui, je t'entends, Nostradamus. Sophie. Je t'entends, Très Sophie. bien. Très bien. Comment tu te sens? Ça chauffe d'un seul coup, là. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi. Je t'écoute, Nathalie. Pardon. J'ai la tête qui se met à brouiller comme s'il y avait une sorte de fréquence qui était dans ma tête et ça continue pour l'instant. D'accord. J'ai la respiration qui va très fort. D'accord. Déconnecte-toi complètement, Nathalie. Complètement déconnectée. Tu retrouves ton espace, tes fréquences. Ton espace, Nathalie. Ta respiration. Comment te sens-tu? Ça se calme. Ça se calme. Prends un instant. Respire bien. Déconnecte-toi de l'endroit où tu étais. Reviens dans ton propre espace. C'est fait. Ça va mieux? Très bien. Alors Nathalie, j'ai besoin de savoir maintenant si tu veux continuer cette session par la canalisation, si tu veux entrer en simple télépathie avec Nostradamus. Ouais, oui, je veux bien continuer. En canalisation? Très bien.
Alors, je vais te demander, Nathalie, à 3, de te connecter, de te canaliser directement avec Nostradamus. 1, 2, 3. Nostradamus. Oui, Nostradamus. De retour parmi nous. oui, Tu es prêt pour continuer à répondre aux quelques questions que j'ai à te poser? oui, si ça me convient. Tu as tout libre arbitre pour répondre ou non. Qu'un simple échange. Oui, Tu es d'accord avec ça? oui, Très bien. Donc je te demandais, l'antéchrist est nommé dans les quatrains. Mais qui est le troisième antéchrist? il est celui qui est. Il est celui qui doit être. Il est celui qui doit être. Peux-tu m'en dire un peu plus, développer un petit peu? Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Qui est le troisième antéchrist? Tu me dis, il est celui qu'il doit être. Qui est-il actuellement? Quelle est cette personne? Je n'ai pas Quelle entendu sera-t-elle? ce que tu as dit. Je voudrais savoir précisément qui est le troisième antéchrist. Précisément. Je viens de te répondre. As-tu un nom, Nostradamus, à me donner? Je ne te donnerai pas son nom. Est-il déjà parmi nous? Oui, Bien. Une autre prophétie, Nostradamus. Une des interprétations des prophéties soutient qu'un nouveau roi montera sur le trône d'Angleterre. ce n'est qu'une interprétation. Cette interprétation est-elle correcte? Elle est correcte. Très bien. Va-t-elle se réaliser par rapport aux conditions en vigueur? Précise-moi tes conditions en vigueur. Je ne les ai pas précisément. Lorsque tu as écrit cette prophétie, il y avait certainement certaines conditions qui devaient être requises pour que cette prophétie, justement, se réalise. Donc, si toutes les conditions en vigueur que tu as vues sont présentes, cette prophétie se réalisera-t-elle? Oui, Très bien. De quelle façon? d'une façon naturelle et logique pour vous. D'accord. Qu'est-ce que tu appelles naturel et logique pour nous? Qu'est-ce qu'il se passe ou qu'est-ce qu'il se passera à ce moment-là? C'est une succession. Comme ça doit être, comme ça s'est fait. D'accord. Succession au roi actuel. Pour quelle raison? Parce que il est temps que ça se fasse. Bien. Toujours selon les interprétations des quatrains, à partir de 2020, les êtres humains pourraient commencer à coloniser la Lune. Est-ce que cette interprétation est correcte? Non, Non. Pourquoi? parce que ce ne sont pas réellement les êtres humains. Qui commence à coloniser la Lune? C'est ça. D'accord.
Et qui sont-ils si ce ne sont pas les êtres humains? Nous en parlerons une prochaine fois. Très bien. J'en prends bonne note, Nostradamus. Je réponds à tes questions. Je te remercie de le faire. Le pape François mourra et il sera suivi d'un jeune pontife qui apportera le désordre dans l'Église et dans la ville de Rome qui finira par être détruite. Cette interprétation est-elle correcte? Oui. Le désordre n'est qu'un changement d'état par rapport à ce qui est actuellement. Il doit être interprété dans le sens d'un changement, de quelque chose de radicalement différent. Très bien. Cette prophétie va-t-elle se réaliser par rapport aux conditions en vigueur? Oui, mais attention, À quoi? à l'interprétation de la date et de la temporalité. Que veux-tu dire par là? Dis-moi en plus sur cette date. Que ce changement s'effectuera plus tard que ce que vous ne pensez. C'est-à-dire? Que veux-tu dire par plus tard? À Il quel faut- moment? il faudra encore attendre quelques années. Bien. Nostradamus, je vais maintenant te remercier pour les informations que tu as partagées avec nous. Et je vais... C'est toute l'Église qui devra assumer ce changement. C'est la J'entends suite bien. de ma réponse. Très bien. Je te remercie. Je vais Là maintenant te dire... encore, Je vais maintenant te dire au revoir. Et je vais retourner auprès de Nathalie. Nathalie, Nathalie, déconnecte-toi de Nostradamus. Reviens avec moi. Nathalie, tu es là? oui Sophie, Comment te sens-tu? ça va. Très bien. Nathalie, nous avons fini la première partie de cette session d'investigation, la partie des questions. Nous allons maintenant attaquer la partie libre et stopper la canalisation. Je voudrais revenir sur quelques points que Nostradamus a évoqués. Donc, je vais te demander maintenant d'utiliser tes propres filtres, soit en télépathie, soit en te connectant directement dans l'éther pour avoir les informations dont je vais avoir besoin. Ok, Tu es prête à ça? oui. Très bien. Nostradamus, lorsqu'il parle de l'Église, nous dit que sa dernière prophétie, justement, où le pape François mourra et sera suivi d'un jeune pontife qui apportera le désordre dans l'Église et dans la ville de Rome, qui finira par être détruite, cette prophétie se réalisera plus tard que ce que nous pensions. Dis-moi ce que tu vois en rapport avec cette prophétie. Pourquoi plus tard? Et que va-t-il se passer? Écoute, c'est comme si en fait il y avait effectivement comme
un changement, mais vraiment presque un changement radical, effectivement, dans la manière de gérer l'Église, d'aborder les principes. Mhm. Et c'est comme si ce changement, il crée un tel bouleversement, une telle transformation que c'était plus tenable. Ça mettait au jour des tas d'incohérences, des tas de choses qui permettent plus à l'édifice de tenir dans l'état où il se trouve actuellement, si tu veux. Ça mettait en lumière plein de... Alors, dysfonctionnement, c'est pas le terme exact, tu sais, mais des choses qui, Mhm. voilà, qui peuvent plus être présentées comme ça, qui peuvent plus tenir en fait. Et, c'est comme si ça se multipliait, si tu veux, ça mettait au jour des tas de trucs comme ça, qui fait que bah ça tient plus quoi. Ça D'accord, je tient plus comprends. par rapport à tous ceux qui sont conservateurs, je dirais. Alors Mhm. j'emploie ce terme-là, mais par rapport à vraiment ce qui doit être immuable, ce qui doit pas être touché, ce qui doit pas être discuté. Et là, en fait, ça met un tel bazar que qu'il n'y a plus personne qui s'y retrouve et que c'est D'accord. l'Église en elle-même qui perd de sa structure, quoi. D'accord. Qu'a-t-il voulu dire lorsqu'il dit la ville de Rome finira par être détruite? Ben, en fait, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est, si tu veux, Rome, le Vatican, voilà, c'est la tête de l'Église qui peut plus tenir, quoi, en fait. D'accord. Donc, dans cette prophétie, on ne peut pas entendre le verbe détruire comme une destruction matérielle de la ville en elle-même, plus le Non, symbole qui est représenté par l'Église. voilà, c'est ça. Très, très bien. Ok. Je voudrais revenir également sur la troisième grande guerre qui commencera lorsque la grande ville brûlera. Donc il parle de deux frères qui seront déchirés par le chaos et le grand leader succombera. Il a été peu bavard à ce sujet. Quelles informations perçois-tu en rapport à cette prophétie? Ce que je perçois, c'est que c'est en lien avec les modèles économiques et le fonctionnement planétaire, en fait, par rapport à ça, à l'économie mondiale. D'accord. Comme si c'était le capitalisme, si tu veux, et la manière dont notre économie fonctionne. Et les deux frères, ce serait plutôt ça. C'est ce modèle économique qui est actuellement en place. D'accord. Alors, précise-moi les deux frères dont tu parles de quoi? D'un modèle économique, c'est Oui, ça, voilà, c'est et ça. le deuxième serait? Ce serait quelque chose, si tu veux, qui est plus tourné vers l'humain, le peuple, l'entraide, etc., si tu veux. D'accord. Comme s'il y avait deux choses qui s'opposaient. Il y en a un qui écrase l'autre, tu vois, comme si notre modèle économique actuel, il était vraiment plus tourné pour l'enrichissement, pour les profits, l'intérêt, etc., de Mhm. certains avec tout le reste de la population de l'autre côté. C'est comme si c'était ça. Enfin, c'est ce D'accord. que je perçois, tu Oui, sais. oui, très bien. Et Non, ce non, c'est sont ces deux intéressant. modèles-là qui s'opposent jusqu'au moment où ce fonctionnement, il pourra plus. Enfin, j'essaie Non, mais ce voilà, fonctionnement ne pourra pas perdurer de perdurer ad indéfiniment vitam parce qu'il y aura aeternam. une Voilà. masse de la population qui va être grandissante et qui va être de plus en plus en souffrance. Mhm.
avec à l'opposé une minorité de la population qui aura de plus en plus de pouvoir et de richesse. D'accord. Et c'est ces deux choses qui, au bout d'un moment, vont plus pouvoir coexister. Et c'est ce modèle-là qui va devoir céder sa place. D'accord. Et lorsqu'il dit la troisième grande guerre commencera lorsque la grande ville brûlera. Quelle information as-tu en rapport à ça? Moi, ce que je vois, j'ai une image, tu vois, où j'ai en fait, c'est comme une sorte de chaos général, mais presque planétaire. Mhm. Alors la grande ville, c'est plutôt carrément toute la planète, quoi. Comme s'il y avait quelque chose au niveau planétaire Mhm. qui était une sorte de déclencheur. Alors, et j'ai vraiment quelque chose qui touche toute la planète, si tu veux, et pas Mhm. une ville. Oui, oui, mais c'est vrai qu'il est très dans la symbolique depuis le début, donc c'est intéressant d'avoir ces informations-là. Donc c'est quelque chose qui va vraiment toucher tout le monde. Et toujours en rapport justement avec ce modèle économique, ces deux Non, modèles. Non? non, 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 ça c'est pas en rapport avec le modèle économique. C'est ce qui va, je veux dire, faire ressortir encore plus cette différence, si tu veux, cette opposition entre les deux modèles économiques. Mais c'est quelque chose qui va toucher toute la population mondiale, quelque chose qui va. C'est pas économique. Alors, par contre, j'arrive pas à D'accord. savoir ce que c'est. Voilà, parce que juste avant, tu me parlais, quand on parlait des deux frères qui se déchirent par le chaos, le grand leader succombera. Là, tu voyais, en parlant des deux frères, plutôt justement un modèle économique assez capitaliste Oui, et quelque chose de plus humain. Donc ça, c'est l'affrontement, on va dire, des deux frères. voilà, Et en rapport avec ça, une troisième grande guerre commencera lorsque la grande ville brûlera. voilà. Donc, comment tu vois le rapport entre les deux, entre ces deux modèles économiques qui s'affrontent et cette grande guerre? Ben, en fait, c'est comme si ce qui touche l'ensemble de la population mondiale, Mhm. ça va, ça va encore amplifier, si tu veux, l'affrontement entre les deux modèles économiques. Mais alors je vais pas dire c'est pas la pauvreté, c'est pas, il y a quelque chose qui touche l'ensemble. J'arrive pas à capter ce que c'est. D'accord. Et quand on parle de grande guerre, quelle, quelle définition donne-t-il à guerre lorsqu'il en parle? C'est pas quelque chose, c'est pas une guerre nucléaire ou c'est pas ça en fait. Mhm. C'est quoi alors? Redis-moi Bien sûr. depuis le début. Oui. Dans la cité de Dieu, il y aura un grand tonnerre. Deux frères seront déchirés par le chaos. Le grand leader succombera. La troisième grande guerre commencera lorsque la grande ville brûlera. Ouais. Bah, c'est ce que je te disais, mais par contre, j'arrive pas à savoir ce qui va se passer. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui est commun à l'ensemble de la population, à l'ensemble de la Mhm. planète, et que ce phénomène-là, ça va comme un petit peu augmenter cette opposition entre les deux modèles économiques. C'est-à-dire que notre modèle actuel, il va vouloir encore s'amplifier, encore prendre plus de pouvoir jusqu'au moment où, bah, en fait, ça va se détruire, ça va s'effondrer parce que ça tiendra plus, quoi. D'accord. Nathalie, on change de prophétie. Oui. Une prophétie pour laquelle Nostradamus a été peu bavard également. Je te la relis. Le président russe sera trahi
est tué par une personne très proche de lui, tandis que le président américain sera touché par une mystérieuse maladie et perdra un membre de sa famille dans un accident de voiture. À l'évocation même de Trump, Nostradamus nous a dit « Je ne veux pas parler de Trump ». Pourquoi ? N'a-t-il pas voulu évoquer ce sujet avec nous ? Eh ben, j'ai rien du tout, Sophie. Très bien. Je ne sais pas. Alors, tu n'as rien du tout par rapport au fait qu'il ne veuille pas en parler, ou tu n'as rien du tout même en rapport aux informations que je te donne pour En creuser rapport aux plus loin ? informations, j'essaie d'avoir des informations et je n'ai rien du tout. D'accord, c'est pas grave. On va passer à la prophétie suivante que je voulais revoir, en ce qui concerne justement la colonisation de la Lune. Donc, il était dit qu'à partir de 2020, les êtres humains pourraient commencer à coloniser la Lune. Nostradamus nous a dit que ce ne sont pas les êtres humains, dans un premier temps. Que perçois-tu en rapport avec cette prophétie ? Avec tes propres filtres. Je perçois quelque chose en lien avec un programme qui est déjà en cours. Qui n'est pas encore achevé. Il y a quelque chose qui est assez secret en même temps dans ce programme. D'accord. Qu'est-ce qui est assez secret ? Ce qui est en lien avec la Lune, c'est pas très net en fait. C'est comme s'il y avait une partie, il y a ce qui est dit, il y a ce qui est pas dit. Tu vois ? Alors, qu'est-ce qui est dit ? On va commencer par ça. Voilà. Il y a effectivement un programme. Ah, j'ai plein d'images, excuse-moi, je fais un petit peu le tri. Vas-y. La question est de l'intérêt d'aller sur la Lune. Oui. Quel est l'intérêt exact d'aller sur la Lune ? Qu'est-ce qui est présenté ? On ne dit pas tout par rapport à ça. En fait, il y a déjà des choses qui sont en place. Lesquelles ? Il y a déjà des essais qui ont été faits, il y a déjà... Tu vois, c'est comme si ça ne prenait pas en compte que les humains. C'est comme s'il y avait aussi d'autres informations qui venaient en même temps. Alors, par rapport à ça. Focalise-toi justement sur ces informations qui ne seraient pas en rapport avec les humains. À voir de ce côté. Comme s'il y avait un programme un peu expérimental
comment je vais te dire, mais qui était en lien avec d'autres êtres qui ne sont pas humains. D'accord. Et donc, lorsque Nostradamus dit qu'en 2020, lorsque j'évoque le fait qu'en 2020, les humains commenceraient à coloniser la Lune, et qu'il me dit non, pas les humains, pas en premier. Oui, c'est en lien avec ça. D'accord. Donc, vois-tu justement ces autres êtres non humains? Oui. C'est comme si c'était un terrain d'expérimentation, tu sais. Mhm. Et que c'était pas les humains uniquement eux. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de coopération, tu vois, d'échange, quelque chose qui se met en place comme ça, D'accord. d'expérimentation. Mhm. Je voudrais également revenir sur une dernière prophétie, Nathalie. La grande peste de la ville maritime ne cessera pas tant que la mort du bon sang ne sera pas vengée. Quelle information as-tu en lien avec cette prophétie? Tu peux la répéter, s'il te plaît? Bien sûr. La grande peste de la ville maritime ne cessera pas tant que la mort du bon sang ne sera pas vengée. J'ai pas d'informations précises par rapport à ça, Sophie. D'accord. Alors écoute, ce qu'on va faire, c'est que pour finir, je voudrais que tu regardes d'où tire Nostradamus toutes ces informations. Il a parlé d'une histoire de temporalité. On pouvait regarder, visualiser. Regarde à un moment justement où il obtient des informations viennent à lui et décris-moi ce que tu vois, ce que tu perçois. Ce que je vois, c'est comme s'il y avait des êtres, j'en vois deux essentiellement, qui sont autour de lui et qui lui montrent, tu sais, un petit peu comme si il y a ces cinémas là en forme de coupole, et comme si on lui montre comme un film, tu sais, qui se déroule Oui, avec des images et comme un truc en 3D, et que ces images-là, elles sont générées mais par les êtres qui sont là et qui lui montrent comme ça, comme un film. d'accord. Nostradamus a-t-il conscience de la présence de ces deux êtres autour de lui? Il se rend compte qu'il y a quelque chose. De là à dire qu'il a vraiment conscience de qui ils sont, comment ils sont, je n'irai pas jusque-là, mais il a conscience qu'il y a quelque chose, oui. D'accord. Pourquoi ces deux êtres, entre autres, que tu vois à ce moment-là, donnent des informations à Nostradamus? Quel est l'objectif de Parce que ceci? c'est quelqu'un qui a Nostradamus, c'est quelqu'un qui a la capacité de raconter des choses qui sont très claires en les mettant sous forme de symboles, de métaphores, voilà, qui permet de dire les choses
sans les raconter de manière littéraire, si tu veux. Il a cette capacité à comme transmettre, à métamorphoser un message, voilà, pour qu'il puisse traverser les temps et en même temps être comme décodé, si tu veux. Alors, on pourrait dire c'est un encodeur. Oui, oui. Voilà. D'accord, donc là, tu me C'est dis... cette capacité qu'il a, justement, à, voilà, à encoder les messages. Je comprends bien ce que tu veux dire. Donc là, tu es en train de m'expliquer pourquoi Nostradamus. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi lui délivre-t-il des messages? Quel est le but de délivrer des messages à Nostradamus? Pourquoi veulent-ils que Nostradamus fasse passer ces messages-là? Quel est l'objectif? Ok. Ce que j'ai, c'est la notion de trace et d'empreinte. Alors, pour l'instant, j'ai que ça. Je vais... Connecte-toi si tu peux de manière uniquement visuelle avec tes filtres à un de ces deux êtres à un moment où les informations sont transmises pour arriver à percevoir justement pourquoi ils veulent transmettre ces messages. Quel est le sens? Ce que j'ai, c'est que c'est pour montrer qu'ils sont présents, en fait. Qu'ils sont présents, qu'ils sont là et qu'ils ont une capacité de marquer les choses, si tu veux. Alors, marquer, c'est pas vraiment le terme. C'est d'être... pas non plus vraiment d'intervenir. Comment je trouve le terme exact? Non. Mais alors pourquoi est-il important pour eux de montrer qu'ils sont là, qu'ils sont présents? C'est une question presque comme pour matérialiser quelque part une partie de leur pouvoir, si tu veux. Alors, je dis pas que c'est de l'orgueil, hein. D'accord. Mais comme si c'était important en même temps qu'on sache qu'ils quelque sont là. part, qu'on sache, voilà, qu'ils ont une place, quoi, qu'ils sont. D'accord. Nathalie, l'ADN de ces deux êtres. Regarde le premier. Regarde son ADN. Dis-moi. Oui, reptilien, D'accord. Le deuxième. idem. Idem. Donc de ce que tu perçois avec tes propres filtres par rapport à leurs objectifs à eux, ces prophéties sont-elles amenées à se réaliser ou ont-elles un autre but? Certaines, oui, sont amenées à se réaliser. Mais le but, c'est avant tout comme je disais tout à l'heure, c'est par rapport à eux, pour montrer qu'ils ont une certaine puissance, un certain pouvoir. Comment? Ils sont quelque part à l'origine de tout ça. C'est-à-dire qu'ils ont cette capacité. Alors, je ne dis pas qu'ils ont la capacité de déclencher les choses, mais ils ont cette capacité à nous montrer, en fait, à l'avance, comme Oui, mais si... Oui, vas-y. tu me dis que certaines de ces prophéties ne se réaliseront pas. Est-ce que c'est simplement parce que le message qu'ils ont fait passer n'était pas prévu pour se réaliser ou simplement parce que les conditions de réalisation n'ont pas été complètes? Oui, et puis parfois c'est l'interprétation qui n'est pas bonne. Très bien. Nathalie, Oui, nous allons revenir. Ça te oui, va? ça me va, Très toi bien. aussi. Alors, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras
revenue dans l'instant présent, parfaitement réveillée, pleine de vitalité et complètement déconnectée de cet espace où tu as évolué pendant cette session. À 1, tu ressens une sensation de bien-être, de légèreté dans tout le corps, une sensation de sérénité. Et je vais te demander de te déconnecter de tout et de tous maintenant, de toutes images, de toutes émotions, de tout ressenti. Tu reviens dans ton propre espace, avec tes propres fréquences, aucune connexion en dehors de la tienne. À 2, tu peux commencer à bouger tes membres, tes mains, tes pieds, à sentir l'énergie circuler dans tout ton corps de façon fluide et agréable. Prends un instant pour faire remonter tes fréquences si nécessaire. Ces vibrations qui te permettront de te retrouver dans ton espace et de continuer cette journée de la plus agréable des manières. Et à 3, tu te déconnectes e tu ouvres les yeux, Nathalie. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice
il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro.
ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente
se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia
nella Chiesa Cattolica. Ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.